Avec cette vidéo, on débute une dernière section de Séguin dans mon chapitre 49, dernier chapitre probablement aussi que vous allez voir avec moi. On va aller à la deuxième page, la table de matière, donc la dernière section de Séguin, c'est 5.10, les circuits RLC, donc en série, c'est pas mentionné ici, mais on fait des circuits RLC branchés en série, puis alimentés évidemment par une tension alternative. Donc on a trois situations à faire, mais la première qui est grosse, les deux autres sont relativement petites. Avant de les faire, on va aller voir qu'est-ce que j'ai mis dans le résumé. Je suis maintenant dans le résumé du chapitre 49 à la deuxième page. La partie correspondant à cette section-là commence à partir d'ici, circuit RLC en série. Évidemment, c'est intéressant de comparer avec l'aperçu pour la section 5.10 de Séguin, à la page 486. Attention, Séguin a tendance à travailler plus avec les équations du courant. Moi, j'ai plus tendance à travailler avec les équations du potentiel. D'ailleurs, c'est plus facile de mesurer du potentiel que du courant. C'est plus facile aussi à montrer sur un oscilloscope. Un oscilloscope nous montre du potentiel, puis même pas capable de nous montrer du courant. Mais évidemment, ça revient un peu au même. Bon, je vous disais que c'était pour des circuits RLC en série, à part une chose qui s'applique à n'importe quoi. Là, tout ça va s'appliquer à seulement des circuits RLC en série, alimentés avec du courant alternatif. Ça n'a pas d'intérêt si on fait ça en courant continu. Ça, c'est la force électromotrice. Je ne l'ai pas dessiné ici, là, mais c'est l'équation qui guide la tension produite par la source. Donc, elle n'est pas continue, elle varie comme un sinus. Le courant va varier également comme un sinus, mais étant donné qu'on a des composantes qu'on dit réactives, L puis C, il va y avoir un déphasage entre le sinus de la tension puis le sinus du courant. Déphasage là, que je vais essayer de vous montrer en laboratoire. Ben, je peux pas montrer le phasage entre la tension et le courant. Je m'excuse. C'est plutôt des fois entre une tension et un autre que je vais essayer de vous montrer. Évidemment, je pourrais mesurer la tension totale, qui correspond à celle-ci dans le fond, parce qu'elle est égale à celle de l'autre bord, mais je peux mesurer également juste la tension à chacune des composantes. Donc, c'est ce qui est montré après. Donc, le VR va varier également comme un sinus. Il va avoir un maximum différent, parce que l'on tient compte du courant. Justement, en dessous, j'ai mis l'équivalent. Quand on veut connaître l'amplitude maximum, on fait R fois le Imax. Donc, si je connais le Imax, tu es capable de dire quelle va être la tension dans le VR. Tu peux faire la même chose pour dire quelle va être la tension dans le VL. Cette fois-ci, va varier aussi comme un sinus. J'oublie la première, c'est parce qu'il y a une dérivée, ça fait que ça fait apparaître un cos, mais le cos, on peut toujours le ramener à un sinus. Ça rajoute une phase. Donc, je vais avoir aussi un sinus, mais qui va être déphasé de pi sur 2 par rapport à ce qu'on avait initialement là, en haut ici. Donc, ça rajoute un déphasage de 90 degrés. Puis le delta VL max, ben, il y a des formules pour le calculer. Je pourrais aussi m'intéresser à quel est le voltage juste aux bornes du condensateur. Oublions la première ligne là, qui est liée à la dérivée. Mais en bout de ligne, quand je le ramène sur un sin, ça ressemble à ce que j'avais au départ. Mais il y a un déphasage de moins 90 degrés. Séguin va probablement avoir des déphasages toujours avec un signe inverse de moins. C'est parce qu'il fait les équations pour le courant au lieu de faire les équations pour le voltage. Et mon delta VC max, j'ai des équations pour le calculer. Okay. Bon, ça peut paraître beaucoup d'équations, mais vous allez voir qu'on n'utilise pas tant que ça dedans, puis il y a quand même des équations qui sont déjà connues, cachées à travers ça. Si je veux connaître le E total, donc la somme des trois voltages, je peux faire la somme des trois voltages, mais ça veut dire que j'additionne ça, plus ça, plus ça. J'additionne des sines. Je vais essayer de vous montrer en laboratoire. C'est pas facile d'additionner des fonctions sinusoïdales. Sauf un certain monsieur Fresnel qui a eu une brillante idée puis qui s'est aperçu que cette addition-là, au niveau au moins du VC max, ressemblait beaucoup à une addition vectorielle, puis appliquer des outils vectoriels à ça. Donc, je vous ferai peut-être lire un peu là-dessus, puis essayer de vous le montrer aussi là, dans une vidéo en laboratoire. Donc, on ne l'utilise pas directement sous cette forme-là, mais on les fait. Si je m'intéresse vraiment juste au 1 max, puis je connais les VR max, VL max, VC max, là, parce qu'on les aurait calculés, mais tu peux trouver juste ton amplitude maximum. Tu peux trouver ta valeur de déphasage là, qui apparaît entre le courant et la tension. Si tu connais les valeurs de réactance puis de R, tu vas pouvoir déterminer quel est le déphasage général entre le courant et la tension. Donc, encore une fois, c'est une formule générale.
L'impédance, il ne faut pas une formule générale, une formule qui s'applique au circuit RLC. L'impédance ici, je divise le delta Vmax par le delta Imax, je divise des volts par des ampères, ça donne des ohms, c'est l'équivalent de la résistance. Mais c'est une valeur maintenant qui s'applique pour les trois composantes en même temps. Ce qui fait que ça nous donne une valeur de ohm qui viendrait remplacer, une impédance qui viendrait remplacer ces trois choses-là en même temps. Au lieu d'appeler ça, déjà, pour le R, on appelait ça une résistance. Pour L, on appelait ça une réactance. Pour C, on appelait ça une réactance. Puis on les regroupe les trois ensemble, puis on appelle ça une impédance. Et n'importe quel circuit, je peux toujours calculer son impédance équivalente, si on veut, puis je pourrais remplacer ces trois composantes-là par quelque chose qui aurait la même impédance. Okay. Donc, c'est une équation extrêmement générale. D'ailleurs, on voit toujours une autre façon de le calculer, un peu comme quand on avait vu les réactances. On voyait la forme delta V sur I, puis on voyait toujours une autre forme en dessous. Donc, j'ai une autre forme exprimée en fonction de R, puis des deux réactances. Puis on s'aperçoit que si j'ai pas de condensateur puis d'inducteur, je retombe à Z est égal à racine de R carré, Z est égal à R. Fait que c'est une résistance tout seul. Parler d'impédance ou parler de résistance, c'est la même chose. Puis j'en arriverai aux mêmes conclusions chez XL tout seul puis XC tout seul. Je retombe, le Z va être égal à la réactance, puis le Z va être égal à la réactance de l'autre. Évidemment, quand ils sont tout seuls. Ces valeurs-là, le R ne varie pas en fonction de la fréquence, mais ces deux-là, on a vu que ça varie en fonction de la fréquence. Donc, l'impédance varie en fonction de la fréquence. Et c'est intéressant, il y a un minimum, il y a une fréquence minimum qui correspond à ce qu'on appelle la résonance quand que les deux réactances sont égales. Donc, je dis que le Z varie en fonction du oméga. Le Z varie, mais il y a une valeur minimum qu'on appelle la résonance. Et on peut trouver une valeur pour cette résonance-là. Donc, le chapitre de Séguin va développer toutes ces équations-là, mais on va s'apercevoir qu'on travaille principalement avec celle-ci, puis les équations en bas pour résoudre les problèmes. Peut-être sur le calcul de déphasage qu'on va utiliser celle-là. Donc, il faut les essayer. Là. Ça paraît beaucoup de stock pour un petit chapitre, mais dans le fond, les problèmes se font bien. C'est assez surprenant.